Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs de téléphones portables dans le monde. En France, près de 2 Français sur 3 sont équipés. Jamais une technologie ne s'est imposée aussi rapidement. Pourtant, avant la mise en vente des portables, il n'y a eu aucune étude scientifique pour connaître les effets sur la santé. Pour fonctionner, les téléphones mobiles ont besoin de stations de base, également appelées antennes relais. Elles sont implantées le plus souvent sur les toits des immeubles ou sur des pylônes. Il y aura environ 33 000 antennes relais en France, selon les opérateurs. Aujourd'hui, ces antennes relais sont accusées d'être dangereuses pour la santé. Et il y a surtout les riverains qui ne veulent plus entendre parler de l'installation de ces antennes. Et aujourd'hui, les opérateurs ont un mal fou à installer de nouvelles antennes, dès lors qu'ils ne peuvent pas le faire en toute discrétion, voire, je dirais, de manière quasi clandestine. Donc, ils souhaitent installer de nouvelles antennes, ils ont énormément de mal à en installer une nouvelle. Sur les antennes parce qu'on les a posées sur les toits d'une école. Les dangers, on voudrait bien qu'on nous dise qu'il n'y en a aucun, mais nous on n'est pas persuadés qu'il n'y en ait aucun. Nulle part dans le monde, personne n'a osé dire qu'il y avait un risque associé aux antennes de téléphonie mobile et aux champs créés par ces antennes et donc aux puissances dissipées par ces antennes. Toutes les conclusions vont dans le même sens. Les antennes, ne perdons pas notre temps. Il y a eu une assemblée générale qui a proposé de louer à France Télécom la terrasse au-dessus pour en faire une station de relais de portable. Et donc tout le monde a accepté parce qu'on ne connaissait pas à l'époque, personne ne parlait de cette histoire, de même dangerosité ou autre, personne n'avait jamais parlé de ce problème. Les antennes ont été installées, mais n'ont pas été branchées. Il a fallu encore près d'1 an avant qu'on branche ces antennes. Là-dessus, moi je suis partie un été comme tous les ans, je partais. Je suis rentrée en septembre ici, ne sachant même pas que ces antennes avaient été branchées. Entre-temps, il ne s'était pas donné la peine d'avertir les gens qui branchaient leur antenne. Bon. Et je suis arrivée dans cet appartement, j'ai commencé à avoir des phénomènes bizarres, très bizarres. D'abord, des nuits sans sommeil, alors que je dors vraiment comme un bébé, et mon mari aussi. Et puis, j'ai commencé à avoir des vertiges, des nausées, des maux de tête au réveil effrayants. Je n'ai jamais eu de maux de tête de ma vie. Et au bout de quelques temps, j'ai commencé à faire des chutes, la dernière chute grave, c'était ici dans le salon. Je me suis effondrée tout d'un coup après avoir eu un très très gros phénomène de vertige. Je suis tombée complètement complètement, même disons une incapacité à m'exprimer. J'étais vraiment en crise, genre crise épileptique. On a appelé la salpêtrière, le docteur Anne, Isabelle Anne, qui m'a dit venez tout de suite. Elle a pensé au pire, elle a pensé à une tumeur au cerveau, enfin à des choses pas drôles du tout, hein, et surtout à quelque chose au niveau encéphalique ou une hémorragie cérébrale. Je suis restée quand même en tout 5 jours à l'hôpital. Et il se trouve qu'au bout du 2e jour, j'ai commencé à me sentir mieux. C'est-à-dire que je réalisais un peu que j'étais alors qu'avant je réalisais rien du tout, j'étais complètement abrutie. Et au bout de 4 jours, plus rien, absolument plus aucun symptôme. Elle s'est dit, bah écoutez, je vois pas pourquoi je vais vous garder, puisque vous êtes en pleine forme, vous allez rentrer chez vous. Et s'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. Je suis rentrée donc ici, et le lendemain, ça a recommencé.
je ne suis pas tombée tout de suite parce que je ne suis pas maso, je ne suis pas restée dans l'appartement. Mais j'ai commencé à avoir les premiers signes, c'est-à-dire les vertiges, l'étourdissement, etc., etc. Je l'ai rappelé et elle m'a donné comme instruction de quitter l'appartement immédiatement. Et elle a mis d'ailleurs dans le document qu'elle m'a donné, il est quand même écrit « Je me pose donc la question d'un éventuel toxique ou d'une autre nuisance en rapport avec son domicile. Elle me signale être à proximité d'une antenne de téléphone portable. Je n'ai aucun argument formel me permettant de conclure définitivement un lien de cause à effet, mais les coïncidences sont assez troublantes. Quand quelqu'un, un médecin d'un hôpital parisien se permet d'écrire ça, c'est sérieux quand même. Hein. Je ne peux plus habiter mon appartement. Et j'habite chez mes enfants. Les opérateurs se sont installés petit à petit. Donc le premier opérateur a été Bouygues et qui ensuite a sous-loué à tous les autres opérateurs, donc SFR, Itinéris et Dolphin Télécom. Je fais de la musique en amateur et j'ai une pièce donc, qui est toute équipée. Et en fait, j'ai des problèmes parasites, surtout tous les préamplificateurs de guitare acoustique, tous les micros équipés de préamplificateurs. Donc actuellement, il m'est impossible de faire des enregistrements sans bruit parasite, quoi. Et ça, c'est depuis l'antenne. J'ai des problèmes de sommeil. Je m'endors normalement, mais je me réveille plusieurs fois la nuit, allant de 3 à 6, voire même 7 fois. Et puis, bon, le matin, c'est évident que pour aller travailler, je ne suis pas très fraîche. Et quelquefois, je reste réveillée 2-3 heures d'affilée. Et puis alors, impossible de me rendormir. Et alors, je me réveille avec un mal à la tête. Et bon, ce qui est surprenant, c'est que chaque fois que je quitte mon domicile, que je dors, j'ai jamais fait l'expérience à Noël, je suis partie chez ma fille 5 jours. Oui, j'ai été réveillée par les pleurs de mon petit-fils, parce qu'il était malade, mais le matin, je n'ai pas eu mal à la tête. Mais sinon, ailleurs, bon là c'était chez ma fille, d'autre part, c'est la même chose, je dors très bien et je n'ai pas de maux de tête. Mon ami, pas dès le départ, hein, au bout de peut-être 6-7 mois qu'on habitait ici, il a commencé à avoir des vertiges et des suffocations la nuit, voilà, enfin il s'étouffait la nuit, quoi. Et surtout, bon, beaucoup de vertiges, des problèmes aussi aux yeux. Il a fait plein d'analyses médicales, que ce soit des scanners de la tête, des examens neurologiques, ils ne lui ont jamais rien trouvé. J'ai 3 enfants. L'aîné n'a rien. Moi-même, personnellement, j'ai pas de problème. Mais mes 2 filles, que ce soit Margot qui a 11 ans, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a des flashs dans les yeux, parfois. Et la petite qui a 7 ans a des maux de tête. À chaque fois que mon ami revient dans cet appartement, il a à nouveau des vertiges. Et dès qu'il part ailleurs, que ce soit à la campagne, à la montagne, donc il n'a plus rien. C'est sûr que les troubles ne sont pas apparus tout de suite. C'est venu petit à petit, mais disons que mes enfants ont beaucoup de maux de tête. Ils ont aussi les papillons dans les yeux, moi aussi d'ailleurs. On ressent des troubles de la mémoire, beaucoup en ce qui me concerne, de l'insomnie. J'ai un petit garçon de 3 ans qui n'arrive pas à faire ses nuits, c'est sans arrêt l'insomnie, on n'arrive pas à combattre ça. Et donc malgré tous les examens qu'on ait faits, notamment sur mon aîné qui a sans arrêt mal à la tête, des vertiges, elle m'est même tombée dans les pommes, il n'y a rien, on ne trouve rien. Donc en parlant avec les voisins, on s'est tous rendu compte qu'en fin de compte on avait tous les mêmes symptômes. Les gens qui sont en fait en hauteur, quoi, enfin les 3 premiers étages, que ce soit dans l'immeuble, en dessous les antennes, et nous, en fait, tout le long, quoi. C'est des gens qui ont pratiquement toujours ces symptômes-là. Moi, personnellement, j'ai du mal à dormir et pas mal de trous de mémoire. Je m'étouffais, j'avais mal à la tête, j'avais des vertiges atroces. Personne prend vraiment les problèmes de santé sérieux que les enfants ils ont, que même nous on ressent, quoi.
En Allemagne, les médecins ont tiré la sonnette d'alarme au travers d'une pétition signée par 1200 médecins. L'appel de Fribourg. Eux ont constaté dans leur cabinet des gens qui sont malades, des gens qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des troubles du sommeil, qui ont des maux de tête. Ils ont constaté aussi une augmentation du nombre de cancers. Et ils se sont dit, mais d'où ça vient? Et tous les autres médecins signataires ont fait de même. C'est-à-dire qu'ils ont cherché sur leurs patients qu'est-ce qui pouvait se passer. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché dans l'environnement de leurs patients qu'est-ce qui se passait. Quasi systématiquement, ils ont retrouvé des antennes relais ou une utilisation abusive de téléphones portables. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cet appel, parce que les pouvoirs publics allemands sont comme les Français, c'est-à-dire qu'ils privilégient les enjeux financiers. Et les médecins allemands ont fait une pétition en quelque sorte. Enfin, c'est pas vraiment une pétition, c'est un appel à l'aide, à dire attention, il se passe quelque chose, il faut absolument que nous le signalons, c'est notre devoir. On nous a installé en une journée, le 11 novembre 1998, un monstre de 40 mètres. Depuis 1984, nous élevons notre propre consommation de volailles. Donc tous les ans, nous gardions 4-5 poules. Et dès qu'elles pondaient, on récupérait les œufs. Et puis soit il y avait des poules qui couvaient, soit nous faisions fonctionner notre propre couveuse. Et puis au printemps 99, comme tous les ans, mon mari a mis la couveuse en état de marche. Et puis il n'y a rien eu. Les mois ont passé et puis mon mari est devenu insomniaque. Mais bon, c'est tellement quelque chose de commun qu'on ne se posait toujours pas de questions. Et puis au printemps 2000, il a remis encore sa couveuse malgré l'échec de l'année précédente et encore rien. Et lorsqu'il a cassé les œufs de cette couveuse, il a été étonné et surpris parce qu'il a découvert d'abord des œufs qui n'étaient pas réellement pourris. Des œufs qui, certains sont prêts, on pourrait faire une omelette, et puis d'autres où il y avait des débuts d'embryons avortés. Et puis on a eu une poule qui a voulu couver. Alors donc c'est comme c'était une grosse poule, on lui a mis 13 œufs. Et sur les 13 œufs, nous n'avons eu que 2 poussins. Et il a eu la bonne idée aussi de casser les œufs qui restaient. Et lorsqu'il a cassé les œufs qui restaient, il a découvert à peu près à l'identique ce qu'il avait trouvé quelques semaines avant dans sa couveuse. Mon mari, qui est de la campagne, m'a dit « Attends, je n'ai jamais vu ça ». Et c'est juste vraiment à partir de ce printemps 2000 qu'on s'est posé, qu'on a essayé de réfléchir et se dire qu'est-ce qui a changé dans notre environnement. Le seul élément qui est changé dans notre environnement, puisqu'on habite à la campagne, c'est ce pylône. Mais qu'est-ce que c'était que ce pylône ? Donc il a fallu faire des recherches parce qu'on ne savait même pas que c'était un pylône de station de téléphonie mobile. Avant 99, lorsque l'on mettait la couveuse en état de fonctionnement, on avait en gros, on va dire 70% de réussite. Depuis 99, donc on a, allez, on va être gentil, on va dire 30% de réussite auprès d'une couveuse. Au niveau des poules, lorsqu'une poule couvait, on avait au minimum, je dis bien au minimum, 80% de réussite. À l'heure actuelle, lorsqu'on a 50%, on est vraiment hyper heureux. Mais c'est très très rare. L'année dernière, ma fille a perdu 12 kilos en moins d'1 an. Mais c'est pareil, on est tellement naïf qu'on a du mal à croire qu'il peut y avoir une influence. Depuis cet été, ma fille, en restant 24 heures sur 24 à la maison, a eu aussi des emballements de cœur. Elle est prise de tachycardie. Mon autre fille qui fait ses études hors département nous dit que lorsqu'elle est là les week-ends ou pour les vacances, être très très fatiguée. Mais moi c'est pareil, je suis toujours fatiguée. On se réveille toujours à peu près aux mêmes heures. On leur a dit une antenne ça crée des problèmes. Alors à partir du moment où ils ont commencé à croire qu'une antenne ça crée des problèmes, pour peu qu'ils soient psychologiquement fragiles, ça a effectivement créé des problèmes. Moi j'ai constaté chez mes enfants, les aînés, un changement de comportement depuis l'installation d'antennes, donc des problèmes de sommeil et d'agitation, donc ça s'en ressent. Et pour ce qui concerne mon épouse, elle a donc aussi je pense une faiblesse au niveau immunitaire développée,
parce que depuis qu'il y a l'installation de cette antenne, ce sont des angines à répétition, des pharyngites, des laryngites, également des problèmes donc de tout ce qui touche aux aspects respiratoires. Je dors très mal la nuit, je suis irritée, puis j'ai souvent des fatigues comme ça, je ne suis pas bien. Et le soir, j'ai des problèmes respiratoires. Ben moi, c'est des problèmes d'insomnie que j'ai pu constater depuis 18 mois, disons. Je me réveille à 2 heures du matin, 3 heures, alors que d'habitude, enfin, en temps normal, c'est 7-8 heures. Il faut me secouer pour me réveiller. J'ai plus la frite, hein, et également de gros problèmes de sinus. D'allergie, je prends des produits, des médicaments, mais rien n'y fait. Puis au niveau d'irritation, des nerfs aussi, ça agit énormément. Hein. Énormément. Moi j'ai toujours été sportif, j'ai jamais eu ce problème-là, et depuis cette installation, les problèmes se sont déclenchés peu après, quoi. C'est-à-dire ces problèmes C'est-à-dire ces problèmes d'insomnie. Hein. On a plusieurs assistantes maternelles. Elles ont également constaté, depuis la construction de l'antenne, une irritabilité des enfants qu'elles n'avaient pas avec les enfants, les mêmes enfants, avant l'installation de l'antenne. Voilà à peu près 7 ans, une des premières dans le Namurois qu'on a installée sur le château d'eau de Saint-Marc, sans demander l'avis des voisins. Simplement, un petit papier qui disait qu'on allait mettre une antenne, il avait plus dessus, il était illisible. De toute manière, on l'a installé. Les 2 premières années, on ne s'est pas plaint, c'était vraiment insignifiant. Quand le gouvernement, par la ministre de la Santé, Collo Halswood, a autorisé le doublement de puissance qui était actuellement sur la première antenne des 2 premières années, ça a changé notre situation. Depuis qu'on a ces antennes, on dort de plus en plus mal. On a des réveils nocturnes fréquents, tous les deux, ma femme et moi. Et si bien qu'on ne pouvait plus supporter cela. Moi, dans mon boulot, j'avais des difficultés de concentration, de mémoire. Et donc, depuis 6 mois, on squatte des appartements d'amis, de parents. Donc, depuis 6 mois, notre appartement est vide, quoi. Donc, on n'habite plus dans notre appartement, on a quitté, on est des vagabonds. Pour être très franc, je crois que c'est dû à 2 choses. Je pense que c'est un manque de connaissances, accompagné, malheureusement, de la désinformation pratiquée par certaines associations. Une antenne relais émet des ondes électromagnétiques. Les ondes, chargées de transmettre l'information vers les portables, sont appelées ondes porteuses. Chaque onde porteuse peut traiter jusqu'à 8 communications de portables en même temps. L'onde porteuse traite les portables un par un. Ainsi, le premier téléphone portable reçoit l'information de l'onde porteuse, pendant que les autres portables sont en attente. Puis c'est au tour du deuxième portable d'être traité par la même onde porteuse. Chaque portable reçoit donc un signal tous les 1/8 du temps seulement, et il est en attente pendant les 7/8 du temps restants. Les communications des portables sont donc fractionnées, mais à des intervalles de temps très courts, ce qui fait que notre oreille a l'impression d'une communication continue. On appelle ce système le multiplexage temporel. Les antennes, tout comme les téléphones portables, lorsqu'ils sont en veille, fonctionnent en permanence, même en l'absence de communication téléphonique. Un GSM, même en attente, en stand-by, même quand vous n'avez pas d'appel, est en liaison avec cette antenne et émet des impulsions de haute fréquence très minimes, mais fréquentes, toutes les 5 à 10 minutes, parfois même toutes les 3 à 4 minutes, et vous avez donc comme ça une liaison constante avec la station de base. La téléphonie mobile actuelle fonctionne sur la bande des fréquences voisines de 900 MHz ou 1800 MHz. Ce sont des hautes fréquences ou hyperfréquences, c'est-à-dire des micro-ondes. Mais le multiplexage temporel génère aussi ce qu'on appelle des très basses fréquences. Or, ces très basses fréquences, appelées ELF, ont été classées comme peut-être cancérigènes pour l'homme par l'OMS. En effet, sans que le lien de cause à effet n'ait pu être expliqué, il existe un consensus scientifique sur le fait que les ELF provoquent ou au moins facilitent certains types de leucémie. De plus, ces très basses fréquences interfèrent avec les ondes électriques du corps humain, notamment avec les ondes alpha et delta du cerveau. Il pourrait y avoir effectivement une interférence, donc des dysfonctionnements de nos champs électriques internes qui ne sont pas du tout négligeables,
sous l'effet de champs électriques externes. Selon certains scientifiques, les problèmes de santé générés par la téléphonie mobile seraient liés à la fois aux micro-ondes et à la présence de ces très basses fréquences. Sur le téléphone portable, les études ont commencé en fait très tard, c'est-à-dire que le téléphone portable, les premiers datent de 1984 aux États-Unis. Il n'y a pas eu une étude à l'époque quand on a mis en vente ces premiers appareils, parce qu'on disait ça doit pas normalement, à ces faibles puissances, ça ne doit pas avoir d'effet. Donc les études ont commencé en fait 10 ans plus tard, à la suite des premiers procès pour cancer aux États-Unis. Il y a deux aspects dans la nocivité des téléphones mobiles et dans la nocivité des ondes à haute fréquence, puisqu'on appelle ça les hyperfréquences, haute fréquence ou les micro-ondes. Il y a deux aspects. D'abord, l'aspect thermique, c'est-à-dire l'aspect chaleur. Lorsque vous soumettez un corps vivant, ou même un corps mort qui contient beaucoup d'eau, à des micro-ondes, il y a échauffement. C'est ce qu'on recherche dans le four à micro-ondes. Et lorsque vous soumettez donc un individu, on va s'apercevoir que son corps s'échauffe, d'abord en surface, puis plus en profondeur. Cet échauffement peut provoquer des destructions de tissus. Nous sommes composés de protéines qui sont des substances extrêmement fragiles, et il peut y avoir destruction de tissus. Ça, c'est l'aspect thermique. Et toutes les normes actuelles qui sont faites dans le monde, je répète, toutes les normes actuelles qui sont faites dans le monde sont basées sur cet effet chaleur, uniquement sur cet effet chaleur. Les effets de chaleur sur le corps, générés par les champs électromagnétiques, se mesurent en volts par mètre. Il n'y a pas de législation ou de normes européennes communes en la matière. C'est un organisme issu des groupes industriels, l'ICNIRP, qui a fixé ses propres normes, en recommandant que les populations ne soient pas exposées à des seuils supérieurs à 41 volts par mètre pour les téléphones à 900 MHz et 58 volts par mètre pour les 1800 MHz. L'OMS et la Commission européenne ont approuvé ces seuils, mais le Parlement européen, lui, a rejeté ces seuils de 41 et 58 volts par mètre et a préconisé une valeur limite beaucoup plus faible de 1 volt par mètre, en se basant sur le principe de précaution. Ces seuils de 41 et 58 volts par mètre sont fortement critiqués partout dans le monde et de nombreux scientifiques ou organismes préconisent des seuils inférieurs à 1 volt par mètre. Le Conseil supérieur d'hygiène en Belgique a recommandé une valeur qui est de 100 à 200 fois plus faible que les 41 volts par mètre de l'ICNIRP. Les riverains d'antennes, notamment ceux que nous avons rencontrés, sont exposés à des champs électromagnétiques supérieurs à 1 volt par mètre à l'intérieur de leur propre habitation. C'est le cas notamment à Albi. Nous avons trouvé 8 volts 8,8. 8,8 volts par mètre en dessous de l'antenne? Oui, en dessous de l'antenne. C'est très fort. Les champs électromagnétiques reçus lorsqu'on téléphone avec un portable sont beaucoup plus élevés que ceux à proximité d'une antenne relais. Ainsi, lors d'une communication téléphonique, on a en moyenne 20 à 50 volts par mètre. Et on peut même atteindre près de 200 volts par mètre au moment de l'appel, si les conditions de communication sont mauvaises. D'où la nécessité notamment d'éloigner le combiné du cerveau au moment de l'appel et d'utiliser un kit oreillette. Voilà, donc en début d'appel, on a un champ électrique de haute fréquence qui est extrêmement élevé. Voilà, comme c'est le cas ici. Donc voilà, on arrive jusque 193 volts par mètre en début d'appel, on vient de le voir. Il y a donc un échauffement de nos cellules lorsque l'on utilise un téléphone portable. À une puissance beaucoup plus faible, c'est le même principe que le four à micro-ondes. Alors, est-ce que avoir une partie du cerveau chauffée, éventuellement de façon régulière, entre 1,5 et 1 degré, est-ce que c'est inoffensif? Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin ni physiologiste. Mais je ne trouve pas ça anodin du tout. Un utilisateur de portable est donc exposé à des intensités élevées pendant une courte durée, c'est-à-dire le temps d'une communication. Les riverains d'antenne subissent, eux, des intensités beaucoup plus faibles, mais leur exposition au champ magnétique est permanente et obligatoire. D'autre part, ces intensités mesurées en volts par mètre ne tiennent compte que des effets thermiques, c'est-à-dire liés aux effets de l'échauffement. Or, il existe d'autres effets, non liés à une élévation de température, des effets athermiques. Dans le cas des effets athermiques, les notions de puissance ou d'intensité ne jouent pas. Il y a d'autres effets, et ceux-là ne sont pas pris en compte par l'ICNIRP. Les effets non thermiques, c'est pas lié à l'échauffement, c'est lié à une sorte d'interférence entre ces oscillations et les oscillations propres aux cellules qui se trouvent gênées par ces oscillations. Et là, on ne sait pas encore très bien tous les mécanismes biologiques, mais enfin, en tout cas, on le constate, et de très nombreuses recherches en laboratoire les constatent. Il y a en général deux types de scientifiques. Ceux qui affirment que la téléphonie mobile a des effets sur la santé
Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Pour moi, oui. Les experts officiels affirment que la téléphonie mobile est sans danger. Non, les émissions des antennes relais produisent des champs tellement faibles que ça ne peut pas perturber le fonctionnement d'une cellule, le fonctionnement d'un individu et encore moins rendre malade. Plus rarement, il y a des scientifiques neutres. Personnellement, je trouve que ce qu'on est en train de faire est imprudent. Je trouve qu'on manque de prudence. Je laisse le concept de principe de précaution à ceux... Bon, c'est du ressort des politiques, probablement aussi du ressort du judiciaire à l'occasion. En tant que scientifique, je trouve qu'il n'y a pas de principe de précaution qui tienne, c'est une notion politique, mais je trouve qu'on n'est pas assez prudent, qu'on est en train d'ajouter dans le monde un nombre croissant de sources de type électromagnétique et qu'en plus, on augmente la puissance. Et qu'on ne connaît pas tous les effets? Ah non, ça c'est tout à fait évident, et que de plus, on connaît certains effets qui devraient inciter à la prudence. Il existe plusieurs centaines d'études sur les effets des portables sur la santé. L'un des principaux effets de la téléphonie mobile est l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, constatée cette fois par une étude irréfutable, parce que gouvernementale et sponsorisée par les opérateurs eux-mêmes. C'est sans doute la conclusion la plus inquiétante du rapport Comobio, qui est due à Pierre Aubineau, qui est un neurophysiologiste de Bordeaux, que 10 minutes en fait d'exposition, des rats en l'occurrence, aux ondes du téléphone portable suffisait à induire dans le cerveau une modification quand même assez importante qui est de la barrière, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, ou entre le sang et le cerveau, tout ce qui filtre ce qui est dans le sang et qui ne doit pas arriver au cerveau, et bien cette barrière devient plus perméable, elle filtre moins, et donc des molécules qui ne devraient pas en principe arriver dans le cerveau, des grosses molécules, des molécules potentiellement toxiques, et bien il y arrive. Et ça, il a constaté ça avec seulement 10 minutes d'exposition aux ondes typiques d'un téléphone portable à l'oreille. Donc ça, c'est quand même réellement inquiétant. On peut se dire qu'on va avoir des cancers à long terme, mais pour qu'un cancer apparaisse, il faut parfois 10 à 15 ans. Donc nous sommes encore en deçà des périodes où on peut observer ce genre de choses. Mais ce qui va se passer, c'est l'intoxication de certaines glandes du cerveau. Et cette intoxication, dit Salford, va peut-être amener un nouveau type de maladie, genre Parkinson, ou de maladie d'Alzheimer que nous attendions pas. Est-ce que, grâce au téléphone mobile, on ne va pas avoir une augmentation du passage de l'aluminium dans le cerveau, avoir une augmentation de la maladie d'Alzheimer? Nous ne savons pas. Nous sommes dans l'inconnu et on n'applique aucun principe de précaution alors que la présomption existe. La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, c'est un risque réel pour la santé. Ces études doivent être prises en compte et justifier un principe de précaution qui est de dire si les effets qui sont observés chez l'animal, même si on n'est pas au même niveau de champ, peuvent se produire avec les téléphones, j'utilise mon téléphone de façon modérée. Maintenant, on assiste à l'arrivée de ce qu'on appelle la génomique. On a des outils extrêmement pointus qui permettent d'ausculter, si on peut dire, les cellules, l'intérieur des cellules, et notamment ce qui se passe au niveau des gènes et des chromosomes, avec des outils qu'on n'avait même pas encore il y a 5 ans. Or là, pour des tas de biologistes, par curiosité, par simple curiosité, il est tout à fait possible aujourd'hui d'irradier, disons, des cultures de cellules avec des micro-ondes et de voir ce que ça donne. Et ces études de génomique, pratiquement il y en a une par jour en ce moment, montrent très souvent des cassures de chromosomes ou des expressions de protéines de stress, des choses comme ça, des mécanismes cellulaires qui ont vraiment trait à une action, ce qu'on appelle génotoxique, c'est une action directe sur l'ADN, sur le gène, jusqu'à la cassure de chromosomes. Donc ça veut dire éventuellement donc les cancers, les malformations génétiques, etc. Donc on ne peut pas extrapoler ça tout de suite, évidemment, parce que là c'est des cultures de cellules, et puis sinon c'est des animaux vivants, des hommes et des femmes vivantes, mais en tout cas, ces recherches-là existent. Quand un ADN se casse, ça veut dire qu'il va devoir se reconstituer. Mais les chances de reconstitution correcte, sans anomalie, sont difficiles. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui, de nouveau, que certains métaux lourds, comme le nickel par exemple, des traces de nickel empêchent la reconstitution de l'ADN. Si vous avez des traces de nickel dans des cellules, l'ADN ne se reconstitue pas. Donc c'est un effet cancérigène. Je ne connais pas d'études sur la fragmentation de l'ADN qui soit faite avec les champs de la téléphonie mobile et qui ait donné des résultats positifs. Dire que on ne constate pas
d'augmentation de cas de cancer dans les populations soumises à des signaux GSM, ça c'est une tromperie, parce qu'il pourrait y avoir à peu près 15 ans entre le moment où se déclencherait quelque chose. Des cancers, ça a quand même 3 étapes successives. Nous sommes vraiment groupés entre le 4e et le 8e, avec tous des gens, on a tous quelque chose. Mon épouse a développé un cancer vasocellulaire il y a 3 ans maintenant. Jusqu'à ce que l'antenne soit établie, elle n'avait jamais eu de problème. J'ai déclenché il y a 3 ans un cancer du côlon. Bon, sur cela, ça s'est bien passé pour la raison que j'ai été opéré à temps. Mais suite à ça, 1 an et demi après, j'en ai fait un deuxième que j'ai maintenant au poumon et qui ne se guérit pas. J'ai développé une maladie depuis mars 2000, une leucémie myéloblastique, qui a été soignée, j'étais en rémission en l'an 2001, et j'ai fait une rechute, malgré tous les pronostics qui étaient excellents, une rechute, et je suis repartie pour un autre traitement. J'ai des ennuis thyroïdiens, j'ai 4 nodules que je n'avais pas eu lorsque j'habitais ailleurs. Nous avons aussi Monsieur Lambert, qui était à votre niveau, qui est décédé l'année dernière. Ça a commencé par un cancer de la prostate qui a été opéré et qui finalement est revenu avec des complications cardiaques. Et il est décédé l'année dernière. Je suis allée frapper aux portes de 3 immeubles, 4 immeubles différents du mien, pour connaître les pathologies qu'il y avait dans ces immeubles. Parmi les 31 personnes que vous êtes allées voir, il y a tout ça. Il y a toute cette liste de pathologies. Voilà. Il y a, donc, si vous voulez exactement, 2 cancers de sein, un cancer de thyroïde, double cancer de foie et de rate, un lymphome avec ablation de la rate, réactivation de crise d'épilepsie après 9 ans d'interruption, un blocage de croissance chez un enfant, 2 suicides suite à des états dépressifs. Aujourd'hui, il y a un suicide de plus. On a le cas donc d'une personne qui a eu un début de cancer de l'utérus, donc bon, elle est guérie, mais ça a été pris à temps, tout simplement, on a dû quand même lui enlever l'utérus, donc ça devient préoccupant. Pour mon cas personnel, j'ai une maladie qui s'est déclarée il y a à peu près 6 mois, qui est une maladie assez rare, qui est un lupus, qui est une maladie auto-immune où en fait mon organisme lutte lui-même contre des organes sains au lieu de lutter contre des infections ou donc des bactéries ou des virus. Donc c'est aussi un cas assez préoccupant. D'autres effets ont été constatés, notamment des perturbations des régulations membranaires, une diminution de la mélatonine, une baisse de l'immunité et divers effets neurologiques. Ce syndrome des micro-ondes, qui rappelle les symptômes évoqués par les riverains d'antenne, a été constaté lors de l'affaire de l'irradiation de l'ambassade américaine à Moscou par les Russes pendant la guerre froide. Vous avez là le rapport Lilienfeld dans son intégrité. Donc c'est un rapport complet qui relate les aventures de l'ambassade américaine à Moscou, où on a irradié les membres de l'ambassade de l'extérieur par des champs de micro-ondes à très faible puissance, de l'ordre de 10 microwatts par centimètre carré, ce qui correspond grosso modo, c'est à peine 1,5 volts par mètre. Et les taux de mortalité dans cette ambassade ont été extrêmement élevés, et aussi les maladies assez rares, comme le cancer des testicules, etc., qu'on a vu apparaître dans des enfants qui manquaient de concentration, des cancers du sein chez les femmes. La statistique de maladies dans cette ambassade était la plus forte statistique mondiale de toutes les ambassades américaines. Et on a pu mesurer par après que c'était une ceinture de micro-ondes qui pénétrait dans l'ambassade. Pourtant, de même que les plaintes des riverains d'antenne ne sont pas prises en compte,
Les études qui montrent les effets de la téléphonie mobile sont pour la plupart contestées par les rapports officiels. En fait, on donne des bonnes notes et des mauvaises notes aux différentes recherches. Parce qu'il y a des recherches qui tentent à dire, on n'a pas trouvé de résultats dangereux pour la santé. Alors là, ces recherches, il n'y a jamais rien à dire sur elles. Par contre, il y a plein de recherches qui disent, nous, on a trouvé des problèmes sur le sang, sur le cerveau, sur les cancers, etc. Alors là, à chaque fois, c'est, oui, mais alors là, cette recherche est critiquable. Oui, mais elle a été faite avec un échantillon trop petit. Oui, mais elle n'a pas été vraiment bien faite. Oui, mais elle a été... Alors des fois, on dit simplement, elle a été critiquée. On ne sait même pas exactement pourquoi. Ou alors on dit, oui, mais c'est trop récent. Ou alors, ça n'a pas encore été répliqué. Ou pas suffisamment. Il faudrait attendre que ça soit refait par d'autres laboratoires. Enfin, c'est tout un répertoire d'argusties, en fait, qui consiste donc à écarter tout ce qui va dans le sens un peu d'un danger pour la santé, alors que jamais ce type de remarque n'est faite sur les recherches qui sont rassurantes. Pour discréditer une étude qui montre des effets nocifs, le moyen le plus simple pour les industriels est de répliquer cette étude. Ainsi, les industriels refont l'étude, la financent, mais changent les protocoles de manière à ce qu'on ne retrouve pas les mêmes résultats que précédemment. C'est ce qui a été fait par exemple pour l'étude des docteurs Lei et Singh qui avait montré des cassures d'ADN, donc un effet cancérigène. Motorola a répliqué cette étude en changeant les protocoles, et a ensuite conclu que l'étude du docteur Lei n'était pas valide, puisqu'en la refaisant, on n'arrivait pas au même résultat. Une note interne, échangée entre deux responsables de Motorola, affirme ainsi « Je pense que nous avons bien miné le dossier Lei-Singh ». Il existe d'autres moyens pour produire des études qui ne montrent aucun effet. Ainsi, par exemple, si certains effets ne se constatent qu'au bout de 6 semaines d'observation en laboratoire, il est facile de faire une étude qui ne dure que 4 semaines et de conclure ensuite que l'on n'a pas constaté d'effet nocif. Les équipes, par exemple, sur l'immunité, ont montré qu'en 4 semaines, c'est Chagnot en 99, il n'y avait aucun effet sur l'immunité. D'autres équipes, par exemple Pioli en 2000, ont montré qu'en 10 semaines, il n'y avait aucune action sur l'immunité. Et pourtant, d'autres équipes avaient montré avant qu'il fallait quelquefois aller jusqu'à 6 mois, même 1 an, pour prouver les résultats de très faibles doses sur l'immunité. En revanche, les études qui ne montrent pas les dangers ne sont, elles, jamais critiquées. Pour ne prendre qu'un exemple, on peut citer l'étude de Johansen, une étude épidémiologique danoise publiée en 2001. Présentée comme la plus importante étude jamais réalisée, cette étude n'avait trouvé aucune augmentation de cancer du cerveau ou de leucémie chez les utilisateurs réguliers des portables. Cette étude avait été citée dans la presse internationale comme la preuve définitive que les téléphones portables étaient inoffensifs. Pourtant, personne n'est allé vérifier les sources de cette étude financée par les industriels. À y regarder de plus près, on constate que la majorité des personnes étudiées n'utilisaient un portable que depuis 3 ans. Les auteurs eux-mêmes avaient mis en garde sur le fait qu'on ne pouvait pas déduire de leur étude une absence d'effet cancérigène du portable. En effet, selon eux, les personnes ayant eu une utilisation intensive ou prolongée du portable représentaient un échantillon trop petit dans leur étude. L'étude n'a donc porté que sur les effets à court terme, alors qu'un cancer peut mettre 10 ans à se déclarer. En aucun cas, il n'était donc possible d'en déduire que le portable n'est pas cancérigène ou non nocif à long terme. Or, c'est ce qui a été fait. D'un côté, les études indépendantes qui montrent les effets dangereux sont donc ignorées ou critiquées. De l'autre côté, on ne prend en compte que les études qui ne montrent pas d'effet pour la santé, d'où la situation actuelle. Des opérateurs qui peuvent se permettre d'affirmer qu'aucune étude n'a prouvé la dangerosité de la téléphonie mobile et des autorités publiques qui assurent leurs arrières en affirmant que les études sont contradictoires et qu'en l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de conclure un risque pour la santé. Pour statuer sur les problèmes de santé, plusieurs rapports officiels ont donc été rédigés, mais avec toujours les mêmes experts. Dans chaque pays, en fait, il s'est constitué des experts, donc des chercheurs scientifiques qui ont étudié ce domaine. Et il y a eu là une sélection presque darwinienne qui s'est faite, c'est-à-dire que puisque c'était aux industriels du secteur à qui on a demandé de financer ces études, puisque c'était eux qui posaient des problèmes, donc ça a été bête et brutal, hein. Tous ceux qui trouvaient à l'époque des résultats qui semblaient indiquer des problèmes pour la santé, l'année suivante, il n'y avait plus de crédit pour eux. Tous ceux qui trouvaient des résultats rassurants, en disant mais non, il n'y a rien à craindre, alors là, les crédits pleuvaient.
En France, on a Bernard Verret, directeur d'un laboratoire du CNRS, René Desèze, qui est son élève en fait au départ, qui a fondé un petit labo à Nîmes et qui aujourd'hui a été appelé à d'autres fonctions. Donc Gilles Dixot, qui est à la direction générale de la santé, et récemment, le dernier arrivé dans la bande des quatre, Denise Mirou, professeur de santé publique, qui a fait pas mal de rapports sur différents problèmes de santé, qui a enseigné ça. C'est essentiellement ces quatre-là en France. Le gouvernement français a d'abord commandé un rapport au Dr Smirou, qui n'a pas conclu à l'hypothèse d'un risque pour la santé. Fin 2002, les deux sénateurs Raoul et Lorrain ont remis un nouveau rapport. Et donc il est dit en toutes lettres dans ce rapport des parlementaires qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de précaution, il n'y a pas lieu de l'appliquer, et qu'à la place on propose le principe de prudence et de sagesse. Donc nos sénateurs ont un principe de prudence et de sagesse qui consiste à mon avis surtout à ne pas embêter nos industriels. 2003 a eu aussi son rapport, le rapport de l'AFSSE, Agence française pour la sécurité sanitaire environnementale. Mêmes experts, même conclusion, aucune preuve du danger des portables et encore moins des antennes relais. Il est remarquable de noter que, au sein de l'ICNIRP, organisme international issu des milieux industriels et qui a fixé les seuils d'intensité actuels, on trouve comme membres messieurs Verret et Desèze. Dans le rapport Smirou, qui a conclu à l'absence de danger, on trouve messieurs Verret et Desèze, ainsi que messieurs Smirou, Dixot et Obino. Dans l'étude Comobio, on retrouve messieurs Verret et Desèze, ainsi que le professeur Obino, qui a identifié, dans le cadre de son projet, un effet nocif sur la barrière hémato-encéphalique. À partir de là, on constate que le professeur Obino n'apparaît plus dans les rapports suivants. Depuis, Pierre Obino, qui avait fait partie d'ailleurs du rapport Smirou, n'est pas invité au prochain rapport, hein, il a disparu du groupe d'experts. Dans le rapport des sénateurs Raoul et Lorrain, qui n'a pas conclu à l'hypothèse d'un risque pour la santé, on retrouve messieurs Bernard Verret, René Desèze, Denis Smirou et Gilles Dixot. Dans le rapport AAR-INERIS, qui a également conclu à l'absence de danger, on retrouve messieurs Verret et monsieur Desèze. Dans le rapport AFSSE, qui a conclu une fois de plus à l'absence de danger avéré, on trouve messieurs Verret, Desèze, Mirou et Dixot. Ce sont les mêmes scientifiques qui nous ont dit pendant des années il est impossible que la maladie de la vache folle se transmette à l'homme, qui aujourd'hui nous disent il est impossible qu'il y ait un jour des risques pour l'homme à avoir une antenne de téléphonie mobile au-dessus de sa tête ou en face de chez soi. Non seulement les rapports privilégient les conclusions des experts officiels, qui vont toujours dans le même sens, mais de plus, certains scientifiques indépendants se plaignent de subir des pressions. Il est quand même remarquable de dire que les gens qui ont trouvé des effets nocifs, je passe à Santini, je pense à Salford, je pense au professeur Smith, je pense au professeur Von Klitzing, je pense au professeur Hyland en Angleterre, tous ces gens se sont vus sucrer leur budget. Ils n'ont plus eu de budget du jour au lendemain à partir du moment où ils ont trouvé des effets nocifs. Donc de cette manière-là, plus nous allons avancer, moins nous aurons d'effets nocifs, puisque tous ceux qui les ont trouvés ne peuvent pas en faire état, ou bien quand ils les trouvent, on les empêche de continuer leurs recherches. Les dysfonctionnements ne se constatent pas seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan juridique, notamment en ce qui concerne les installations des antennes relais. Ma compréhension de la chose, c'est que les riverains des antennes ont vu leur environnement visuel perturbé, dans certains cas même saccagé par l'arrivée des antennes, qu'ils ont déduit que vraisemblablement leur patrimoine risquait d'être dévalorisé et que ça les a inquiétés, qu'ils se sont rendus compte que ces implantations étaient conformes aux règles d'urbanisme, donc ils ne pouvaient pas faire interdire ces constructions en application du code de l'urbanisme, et du coup je crois que ça a réellement généré une préoccupation, voire une inquiétude, qui s'est traduite par des effets de stress, d'où découlent les symptômes dont ils se plaignent. On peut dire qu'à l'heure actuelle, les installations des opérateurs de téléphonie mobile sont pour 50% à peu près en infraction, soit avec le code de l'urbanisme, soit avec les plans d'occupation des sols, soit avec le code des postes et des communications. Ce pylône a été construit en infraction, il n'y a pas eu de déclaration de travaux comme la loi les y oblige. Le plan d'occupation des sols n'a pas été respecté puisque nous avons un poste à 8 mètres de hauteur et comme vous avez pu le constater, le pylône fait 30 mètres de haut.
J'ai découvert qu'au niveau du plan d'occupation des sols, normalement, le plan d'occupation des sols ne le prévoit pas. Il y a eu déclaration de travaux avec des prescriptions de la DIREN qui n'ont absolument pas été respectées, comme des bras de déport qui ne devaient pas y avoir, enfin. Que la déclaration de travaux, on autorisait ce pylône pour un pylône de 35 mètres, il fait plus de 40 mètres de haut. Enfin, tout. Il est à 100% dans la plus grande illégalité. Les opérateurs se mettent en infraction délibérément. En effet, les opérateurs font systématiquement appel quand les décisions de justice sont en leur défaveur. Et pendant ce temps, les antennes continuent de fonctionner. Nous avons porté plainte le 10 janvier 2001 auprès du procureur de la République de Guéret. Alors on était plein d'espoir puisqu'il y a eu 2 enquêtes de gendarmerie. J'ai ici le dossier qui confirme nos dires. C'est-à-dire la gendarmerie a confirmé les anomalies que vous avez constatées. Toutes les personnes auditionnées ont reconnu que ce pylône était implanté dans l'illégalité à tous les niveaux. Le procureur a eu donc 2 enquêtes de gendarmerie qui ont conclu que tout était délit et que c'était prévu et réprimé dans des articles de loi. Malheureusement, le 15 mars 2002, le procureur a classé sans suite. On ne sait pas pourquoi. Les particuliers qui vont porter plainte, ils les auront à l'usure et avec l'argent. Tout simplement parce qu'eux ont les moyens et que les particuliers n'ont pas les moyens de poursuivre de tribunaux en tribunaux, comme ça en justice, payer des avocats, et peut-être, à la fin du compte, malgré qu'ils aient raison au départ, être quand même condamnés à la fin. Plusieurs maires ont pris des arrêtés municipaux afin d'encadrer l'implantation des antennes. Mais ces arrêtés ont tous été cassés par les tribunaux jusqu'ici. Dans le sud de la France, une 60aine de maires sont actuellement en procès contre les opérateurs. On a espéré quand même à un moment que Jean-François Mattei, nouveau ministre de la Santé, agisse en faveur du principe de précaution, puisque Mattei, quand il était député dans l'opposition, a été quand même un des 3 instigateurs d'une proposition de loi qui émanait de l'Assemblée nationale, d'un groupe qui d'ailleurs rassemblait tous les partis, c'était le groupe Environnement Santé, et la proposition de loi était vraiment, il y avait des zones d'exclusion, pas d'antennes à proximité des écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux, il y avait la possibilité aux collectivités locales, donc aux municipalités, de refuser certaines installations pour des motifs sanitaires. Enfin, c'était vraiment un texte qui allait dans le sens de la protection du public. Depuis qu'il est à son fauteuil de ministre, malheureusement, on constate que Mattei a vraiment retourné sa veste. Les solutions préconisées par divers scientifiques et par des associations passeraient par l'abaissement des seuils d'intensité à moins de 1 volt par mètre, pour tenir compte des effets thermiques. Le canton de Salzbourg, en Autriche, a expérimenté un seuil de 0,6 volts par mètre sans que cela ne remette en cause le fonctionnement des portables. En ce qui concerne les effets athermiques, la solution passerait soit par le changement de la technologie actuelle, soit par un filtrage de basse fréquence. En attendant, les précautions qui s'imposent sont de n'utiliser le portable que pour les appels urgents, toujours pour les communications très courtes, et avec un kit oreillette afin de protéger le cerveau. Il convient également d'éteindre le portable lorsqu'on ne l'utilise pas, car celui-ci émet constamment, et bien sûr, il ne faut pas laisser les enfants ou préadolescents se servir d'un portable. En ce qui concerne les antennes relais, la politique actuelle des opérateurs consiste à multiplier leurs installations, quitte à camoufler les antennes. Il s'agit pour eux de préparer l'arrivée de l'UMTS, la téléphonie de 3e génération, qui nécessite 2 à 3 fois plus d'antennes et des intensités encore plus élevées. Mais la téléphonie mobile s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la pollution électromagnétique, une pollution invisible et inodore. Les sources de pollution électromagnétique se multiplient, il s'agit là d'un changement majeur dans l'environnement de l'être humain. En Espagne, il y a eu un énorme scandale suite à la découverte de 4 cancers nombreux dans une école, d'abord à Valladolid et puis dans d'autres. Donc vraiment, ça a été, en Espagne, un espèce de grand bouleversement. Les médias ont vraiment parlé de ça. Donc c'est des milliers d'antennes qui ont dû être déplacées ou stoppées, etc. C'est le plus gros scandale du genre. En Italie, les gens sont assez remontés aussi. En Angleterre, on commence à découvrir aussi des pâtés de maison avec un nombre important de cas de cancer, donc l'opinion est aussi assez mobilisée. Fin 2001, dans un collège de Valladolid, en Espagne, à proximité de plusieurs antennes de boucles locales radio, c'est-à-dire des antennes fonctionnant sur le même principe que les antennes relais, 3 cas de leucémie et un lymphome sont apparus la même année sur une population de 450 élèves. En 32 ans, aucun cas de cancer n'avait été laissé dans ce collège avant l'installation des antennes. En mars 2002,
une enquête sanitaire réalisée par les associations répertorie 17 cas de cancer auprès des riverains. Le gouvernement local, sans reconnaître explicitement la responsabilité de la téléphonie mobile, fait démonter des antennes. L'exemple de Valladolid est largement relayé par la presse et des cas similaires apparaissent dans d'autres villes. À Ronda, sur 3000 élèves de 3 écoles, il y a eu 5 cancers et 3 enfants décédés de leucémie et 15 cancers se sont révélés au 15 février. Sur 3000 élèves. Sur 3000 élèves. À Cordoba, l'école proche des antennes, il y a eu 3 cancers. À Malaga, là c'est des riverains d'antennes, 10 cancers. À Tarifa, un cas de leucémie infantile, des riverains d'antennes toujours, et 2 fausses couches. À Madrid, des riverains d'antennes, 14 cas de cancer. À Barcelone, dans la ville voisine Sabadell, 3 décès, avec 6 cas de cancer qui se sont dévoilés et 3 décès. La France a connu un cas similaire à celui de Valladolid, celui de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Ainsi, à quelques années d'intervalle, et dans le même quartier, 3 enfants décèdent de la même forme de tumeur du cerveau, une maladie rarissime. En avril 2003, après une enquête sanitaire qui révèle plusieurs cas de cancer suspects, et devant la médiatisation de l'affaire, les opérateurs français cèdent, pour la première fois, et démontent les antennes. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de désinformation sur la téléphonie mobile. Il y a une chose dont on a oublié de parler, c'est tout ce qu'elle a apporté. Et en particulier tout ce qu'elle a apporté en termes de sécurité et de sauvetage de la vie humaine. Le téléphone portable aujourd'hui, non seulement, que ce soit le téléphone ou a fortiori les antennes, n'a pas porté atteinte à la vie humaine, et en plus il en a sauvé beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui doit être dit. À la fin des années 80, les industriels ont lancé un nouveau produit, le téléphone portable, sans se soucier des effets sur la santé. Leur seul objectif était de profiter le plus vite possible d'un nouveau marché économique gigantesque. Depuis la fin des années 90, les dangers de la téléphonie mobile sont connus et prouvés par des centaines d'études. Les opérateurs connaissent ces études. Les autorités publiques aussi. La stratégie des industriels est donc de cacher les dangers le plus longtemps possible afin de continuer à profiter du marché. Pour ce faire, les opérateurs nient tout en bloc, rejetant systématiquement les études gênantes et rangeant les riverains d'antennes relais, qui se plaignent, dans la catégorie des malades psychologiques, rien de moins. Ils sont aidés dans leur démarche par les rapports officiels. En effet, la volonté des autorités publiques partout dans le monde est de ne surtout pas inquiéter la population. Là encore, pour des raisons économiques, le scénario est toujours le même, comme pour le tabac et l'amiante. Les autorités publiques ne reconnaîtront-elles les dangers que lorsque le coût généré par les problèmes de santé sera supérieur aux bénéfices industriels? À terme, compte tenu de la large diffusion de la téléphonie mobile, le coût, aussi bien sanitaire qu'économique, peut s'avérer énorme. Certains ne s'y sont pas trompés. C'est le cas de la plupart des compagnies d'assurance qui désormais refusent d'assurer les opérateurs et donc de payer pour les conséquences à venir.